Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Thé ou café, les deux mon capitaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Charles Maisance-Briseul pour cette deuxième partie de cette interview sur la Buse. Et cette fois-ci, nous allons voir la fin de la Buse et où a-t-il pu cacher son trésor. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors il y a ces phrases célèbres, à celui qui aura mon trésor, il aurait jeté, on verra ça plus tard, un pictogramme à la foule. Voilà, ça crée beaucoup de fantasmes et donc la Buse, alors il y a la cargaison de la Vierge du Cap qui était très impressionnante. Et donc la cargaison de la Vierge du Cap, ça représente, d'ailleurs je crois que dans ce livre-là, vous en parlez, c'était un chargement en or et en pierres précieuses très impressionnant, oui, il me semble. Alors bon, on n'a pas encore, là c'est une piste de recherche, le listing exact de cette cargaison, mais bon, on peut se risquer à des estimations, ça a été fait, alors c'est toujours très très difficile, mais il y en a qui ont dit en milliards d'euros actuels, ça me semble un peu délirant, mais on peut être dans la centaine de millions, oui. Ouais. Ça donne un ordre de grandeur, il ne s'agit pas ici de prétendre à l'exactitude, bien sûr. Alors évidemment, si on aborde la question du trésor, déjà, oui, le butin était extraordinaire, ça, évidemment, mais n'oublions pas que les pirates partageaient leur trésor. Donc c'est pas la Buse qui s'est retrouvée avec l'intégralité du trésor. Et on sait par les règlements pirates que le partage était relativement équitable et que le capitaine prenait un et demi ou deux fois plus qu'un homme de base, on va dire. Donc, qu'un matelot, si vous voulez, qu'un pirate ordinaire. Donc, attention, la part de la Buse était finalement déjà assez sans déviston, voilà. Parce qu'il y avait plusieurs centaines d'hommes sur les différents navires pirates, donc ça restreint. Et ensuite, évidemment, le pirate n'est pas quelqu'un qui épargne, qui va à la banque et qui ouvre un PEL. Non, le pirate dépense. Donc, je ne sais pas, il y a eu cette idée, si vous voulez, ce fantasme qui est né. Justement, sa banque, c'est le trésor qui cache. C'est ça sa banque. Pirate, oui, voilà. Et puis, bon, à l'époque, évidemment, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de banque, donc on peut, oui, cacher son argent chez soi, l'enterrer, c'est un petit peu l'origine du trésor domestique, mais chez les pirates, ça a pu exister, mais je pense que c'est relativement marginal, puisque pour eux, ils ont besoin d'argent frais tout de suite disponible, et ensuite, l'argent pirate, comme c'est de l'argent sale, n'a pas la même valeur que pour nous. Vous ne payez pas pareil, le prix change en fonction de l'origine de votre argent. Bon, c'est assez évident. Mais voilà, quand on lit bien les textes, me semble-t-il, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. L'argent a été dépensé immédiatement par la Buse et ses complices à Madagascar, qui le rejoint juste après la prise de la Vierge du Cap et de la ville d'Ostende. Donc j'insiste bien là-dessus, le pirate n'est pas un épargnant, c'est plutôt au contraire un être de dépense, de jouissance même, au sens quasi psychanalytique et capitaliste, si vous voulez. Donc voilà. Alors maintenant, on va arriver à ce point de la capture de la Buse et de son procès. La Buse, comme vous avez pu le dire, c'est un pirate qui a représenté la fin de l'âge d'or de la piraterie. Par son procès et son exécution. Alors, comment cela s'est-il passé ?
Alors en fait, bon, Labuse commet son méfait avec ses complices, il se retire à Madagascar pour aller très très rapidement, bon, il va dépenser son trésor là-bas, puis les pirates vont se brouiller, vont repartir chacun. Il y a aussi la question de l'amnistie, parce qu'on lui a proposé l'amnistie à Labuse. Ouais. Comme on l'avait dit juste précédemment, le gouverneur de Bourbon se dit, bon, mais ça ne va pas rester impuni, et puis je dois évidemment aider le Portugal à retrouver les biens qui lui ont été volés de manière scandaleuse. Donc il va y avoir des échanges. Le gouverneur envoie des émissaires, des ambassadeurs à Madagascar où on sait que les pirates sont réfugiés et des négociations vont avoir lieu. Et justement, c'est dans ces négociations, il me semble qu'il avait envoyé une lettre dont le message n'était pas net en fait. C'était assez ambigu, où il disait qu'il serait... Il n'est pas contre l'amnistie, mais ça ne l'intéresse pas. Enfin, c'est les lettres, les réponses qu'il a données au gouverneur étaient... c'est souffler le chaud et le froid, justement. Oui, alors on a sa lettre, elle est reproduite ici. En fait, Labuse dit qu'il n'accepte pas l'amnistie tout de suite, parce qu'il dit-il n'y a pas assez d'esclaves, donc sous-entendu, il n'y a pas encore assez de richesses, qu'il préfère attendre. Ouais. Évidemment, c'est le gouverneur, mais c'est le roi de France derrière, vous ne pouvez pas lui dire... on va attendre un petit peu, voilà. Et puis on verra, ça se passe pas comme ça. Donc, en disant ça, il a essayé de ménager. Nous attendons que votre situation s'améliore. Voilà, dites ça si vous avez une amende, bon, pour au moment de la payer, ça va pas le faire. Ouais. Donc, c'était une sorte de refus. Il a voulu évidemment se ménager une porte de sortie, mais ça marchait pas comme ça. Et les gens qui disaient, ceux qui disent oui, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait un trésor caché, etc. Non, il n'y a rien qui dit ça. Au contraire, il a essayé de ménager une marge de négociation, et s'il n'a pas accepté immédiatement l'amnistie, c'est peut-être justement qu'il a fait, c'est en tout cas ce qu'il dit, qu'il n'avait plus d'argent, ou très peu. Parce que si vraiment il avait eu autant qu'il le disait, il serait revenu à Bourbon immédiatement. Ou alors il y a des raisons qui nous échappent. Mais c'est aussi possible. Si on regarde bien, c'est son rêve de république ou de royaume pirate qu'il a tué quelque part. C'est parce qu'il voulait justement créer quelque chose de merveilleux dans ce genre de libertalia ou de république pirate. Il y avait toujours cette utopie qui était très présente chez Labuse et qu'il a poursuivi. Alors là, on dévie un petit peu. On est un peu dans le fantasme. C'est vrai, avec Libertalia, le pirate qui est égalitaire avec cette fameuse république où tous les hommes naissaient, vivaient et mouraient égaux. Bon, pourquoi pas? Alors je sais qu'un historien de la piraterie, Jean-Pierre Moreau, est assez opposé à cette image qui est très romantique finalement, très construite. Bon, c'est possible, mais que cette image ait une part de vérité. Par contre, ce qui me semble plus certain, c'est que Labuse, quand il y a la proposition d'amnistie dans les Caraïbes, aux Bahamas, il refuse, il s'en va, alors qu'un de ses associés les plus fidèles va accepter. Et quand on lui propose une seconde fois une possibilité d'amnistie, cette fois-ci de la part du gouverneur de Bourbon, il refuse également. Donc on peut voir ici peut-être plus qu'une figure... libertaire, plus une figure peut-être au contraire rebelle, vraiment bandit jusqu'au boutiste et qui n'a aucune envie de s'installer, qui préfère toujours continuer la piraterie quoi qu'il arrive. Je l'envisagerais peut-être plutôt comme ça maintenant. Alors maintenant nous allons voir la capture de Labuse et de son procès. Alors, il me semble que Labuse, selon votre ouvrage, il a été capturé d'une façon un petit peu, entre guillemets, bête, stupide. C'est d'après ce que j'ai compris. Alors, il y avait un navire négrier, commandé par le capitaine, le commandant Dermite, et qui passait par là, et lui, il a voulu jouer entre parenthèses au guide touristique. Bon, c'est un peu anachronique, il a voulu l'aider à découvrir la zone, il a voulu se rendre utile, en fait. Et manque de peau, bon, vous allez le raconter, que s'est-il passé? C'est exactement ça, vous avez très bien résumé, oui, donc Labuse est dans la baie d'Antongil, où il vit en tant que guide vaisseau, donc il aide les navires de passage à se repérer, à pas aller n'importe où et à pas s'ensabler, par exemple, à les guider. Et Dermite arrive et va demander l'aide justement de Labuse, mais c'est un piège, c'est-à-dire qu'il lui dit je veux de l'aide, il lui dit pas je veux t'arrêter, évidemment. Labuse tombe dans le piège.
Alors, ça peut nous sembler stupide, mais il faut bien vous douter que la Buse pensait peut-être être sortie d'affaires et pensait pas que, puisqu'on est en 1730, que 9 ans plus tard, il était encore inquiété. Hein. Faut pas surestimer la bêtise des gens, hein, je pense. Bon, donc voilà, il va se faire rattraper, il est enchaîné, jeté au fond de la cale, direction Bourbon, procès, on a perdu toute trace du procès, mais il est interrogé plusieurs jours, et par contre on a le procès verbal de son exécution, il est pendu. En 1730. Il est pendu à Saint-Paul, il a été jugé à Saint-Denis, c'est bien ça. C'est ce qu'on dit, hein, là j'essaye d'aborder ça, il semblerait que ce soit ça, même si dans les textes, la pendaison à Saint-Paul n'est pas si explicite que cela, mais bon, il serait plus ou moins plausible, puisque à l'époque on se partageait entre ces deux villes. Hein. Et il aurait été pendu derrière l'hôpital Gabriel Martin, c'est ça ? Oui. Alors c'est bon, là encore, c'est des suppositions. Hein, on n'a pas, voilà. Et après, il y a effectivement la fameuse question de la sépulture. Bon, évidemment, les pirates ne sont pas enterrés ou alors jetés comme ça dans la fosse commune. Donc, il y a d'abord, pas... son corps a été exposé pendant quelques jours sur le front de mer de Saint-Paul, c'est ça ? Voilà. Au niveau du cimetière de Saint-Paul, et ce n'est qu'après qu'il aurait été peut-être enterré. De toute façon, les pirates, on ne les enterrait pas, parce que voilà. c'est pas de bons chrétiens. C'est pas des bons chrétiens. Donc, évidemment, tout le monde vous parle de la tombe de la Buse. Alors maintenant, il y a eu un rectificatif, mais histoire assez sordide quand même, il faut le dire, hein, puisque c'était la tombe d'une esclave affranchie dont on a retourné la pierre, et on l'a falsifiée en tombe de la Buse avec un petit écriteau à destination des touristes. Bon, c'est totalement faux. Il y a toujours le panneau tombe de la Buse, il y a un petit panneau explicatif, rectificatif, qui dit qu'il s'agissait d'une esclave affranchie par ses maîtres et qui donne... il y avait une inscription d'ailleurs des maîtres. Bon voilà, donc c'est une histoire assez sordide parce que c'est quand même un détournement de tombe. Hein. Je n'ose dire le terme de profanation, mais enfin voilà, bon, pour des fins touristiques, ça s'est fait deuxième moitié du XXe siècle. C'est intéressant parce qu'il y a l'historien Alexis Miranville qui m'en avait fait part justement durant ses visites dans le cimetière de Saint-Paul, où il avait expliqué comment la croix a été posée. Justement, d'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage. C'est un membre de la famille de Villèle. C'est un membre de la famille de Villèle qui, après un cyclone, avait trouvé une croix en pierre de taille et qui, par charité chrétienne, l'avait posée sur une tombe. En fait, enfin, il l'avait posée quelque part pour qu'elle soit mise, pour qu'elle soit mieux exposée, voilà. Et donc après, les gens voyant cela, ils se sont dit, mais c'est la tombe d'un pirate. Et c'est de là qu'est partie cette fausse tombe. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une émission avec Alexis Miranville où on en parle. Voilà. Ensuite, alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est l'héritage de la Buse. Alors, la Buse n'est pas connue dans le monde entier, mais ici à La Réunion, la Buse est une légende et son héritage est très important, son héritage légendaire dans l'imagination, dans l'histoire. Et ça a entraîné la vocation de beaucoup de spécialistes et d'historiens et de chercheurs de trésors. Donc il y a le célèbre Bibic, et l'héritage de la Buse est vraiment très présent. Oui, grande et vaste question. Ouais. Alors, je pense que l'héritage de la Buse est très important. Bon, déjà parce que c'est un grand pirate, hein, quoi qu'en disent certains, sa longévité est très importante, son nombre de prises est assez considérable, il était sur les plus grands théâtres des opérations de cette époque-là. Bon, certes, mais il y en a d'autres. Bon, sa prise est exceptionnelle, mais ce qui va le faire rentrer dans une légende réunionnaise qui va un petit peu s'exporter, je vais essayer de le montrer, c'est le fameux épisode du cryptogramme. C'est-à-dire qu'avant de monter à l'échafaud, il aurait jeté cela à la foule. Il jette à la foule un cryptogramme, c'est-à-dire un texte en langage codé, crypté, en PIC-pen, sur des formes géométriques assez rudimentaires, en disant, alors il y a plusieurs phrases, plusieurs versions, mon trésor à qui saura le prendre, mon trésor à qui saura le comprendre. Bon. Et à partir de ça, le mythe est né. Ça a donné d'ailleurs une belle BD, un beau roman graphique qui s'appelle Bourbon 1730. Bon, à partir de ça, les gens vont commencer à délirer, à fantasmer
un trésor dont l'emplacement serait indiqué dans le cryptogramme. Histoire assez intéressante, mais évidemment, rien ne nous dit que les cryptogrammes est de la Buse, rien ne nous dit que la Buse a réellement lancé le cryptogramme. Bon, donc si rien ne nous le dit, c'est que, bon, évidemment, ça n'a jamais eu lieu. Bon, vous imaginez bien qu'avant de mourir, si vraiment vous avez de l'argent, autant tout de suite le sortir pour négocier votre survie, parce que si vous êtes mort, vous allez peu le dépenser. Et l'idée de faire un code secret, de le jeter à la foule, en forme de tombola ou de Koh-Lanta à l'époque, ça sent quand même très tarabiscoté. Mais l'histoire existe. Ouais. Donc l'idée, c'est d'où ça vient. Alors, le cryptogramme apparaît pour la première fois dans un livre début 20e de Charles de la Roncière, qui était bibliothécaire et historien de la marine, et c'est lui qui sort ce texte-là. Donc on est début 20e. Et j'en parle, je me suis beaucoup intéressé à ce fameux cryptogramme, j'en parle évidemment dans le bouquin, vous pouvez lire le texte, etc. Je pense que c'est un canular, c'est une supercherie. Après, des gens y ont encore des fois, mais la Buse n'a jamais fait ça. Alors peut-être que le cryptogramme en tant que tel existe vraiment, mais le rattachement à la Buse, souvenez-vous, dans le livre de Charles de la Roncière, Le Flibustier mystérieux, il dit, dans ce texte très étrange, quand on le traduit, qui veut strictement rien dire, il y a des formules qui semblent picardes, la Buse étant de Calais, donc de langue picarde, c'est forcément lui qui a rédigé ce cryptogramme. Bon, vous voyez bien que le lien entre les deux est extrêmement mince, voire quasiment nul en fait, parce que quand vous lirez le texte, vous verrez qu'on peut lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Donc à partir de ça, la légende est née, puisque le trésor c'est le cryptogramme qui va faire la légende, et à La Réunion, ça devient un véritable mythe. Le cryptogramme va lancer des générations de chercheurs dans toutes les ravines et les grottes que compte l'île de La Réunion. Absolument partout, dans l'ouest, dans l'est, dans le sud, alors, évidemment pas dans les hauts, bien sûr. Mais voilà. Donc, chose extraordinaire, beaucoup de chercheurs de trésors. Et si vous réfléchissez bien, si vous analysez bien les choses, c'est assez récent. Donc on connaît tous évidemment Bibic, qui est mort tragiquement, mais Bibic a été un des plus médiatiques, peut-être un des plus charismatiques, qui s'est passionné pour l'histoire des pirates, et qui va rechercher, le trésor de la Buse, mais pas que, il va rechercher aussi d'autres trésors. Il va trouver un trésor domestique autour des roches à Saint-Paul, mais hélas, il ne va pas trouver de trésor. Il y a eu d'autres chercheurs de trésors. Il y en a toujours actuellement. Emmanuel Mézineau, avec qui j'ai co-écrit l'anthologie Père de l'Océan Indien, lui, il a cherché beaucoup aux puits arabes, à travers l'analyse un petit peu ésotérique de documents. Bon, voilà. Donc, il y a toujours des gens qui le cherchent. Bon, pour l'instant, toujours en vain. Mais enfin voilà, ça a été un fantasme réunionnais, une passion réunionnaise, mais aussi une manière de lire le paysage réunionnais, puisque un peu à la manière de Jules Hermann, les chercheurs de trésors essayent de trouver des signes gravés par les pirates dans la roche. Évidemment, c'est assez beau, c'est assez poétique, parce que c'est dur à dater, et puis n'importe qui peut faire des traces. Bon, et on essaye de retrouver ces traces, de lire les rochers, etc. Donc il y a tout un domaine qui est assez passionnant dans ces chercheurs de trésors, qui sont quand même, rappelons-le, à la limite de la légalité et de l'écologie, parce que parfois ça fait des sérieux dégâts. Ne négligeons pas cela. Mais enfin, c'est une partie de l'histoire underground, je dirais, de la Réunion, qu'on aborde un petit peu dans les ouvrages, mais qui mériterait d'autres développements. Je remercie chaleureusement Charles Mézens-Briseul de m'avoir accordé cette interview sur son dernier ouvrage sur la Buse. Et le trésor de la Buse reste toujours à trouver, donc à vos pelles, à vos seaux, cherchons le trésor de la Buse. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. À très bientôt.